Bonjour. Alors en cette période estivale, je vais vous parler d'un endroit que je trouve très sympathique. Le cinéma Arévi. Ce cinéma est situé près du centre-ville de Saint-Thirier. Il est ouvert tous les jours de l'année pour nous offrir une variété de films assez incroyables. Que vous aimiez les films d'art et d'essai, les comédies, les blockbusters ou les programmes pour enfants, le cinéma Arévi a tout ce qu'il vous faut. Alors pour moi, ce n'est pas juste un cinéma, c'est aussi un lieu de rencontre et de partage. On peut y rencontrer des professionnels du cinéma, on peut assister à des ateliers pour les jeunes, même participer à un festival sur l'écologie. Alors je sais que le cinéma s'engage pour l'accès à la culture pour tous, grâce à des partenariats avec certaines associations locales, les écoles, la médiathèque, le centre culturel et même le podcast. Alors qu'attendez-vous ? Venez vivre une chouette expérience au cinéma Arévi. Si ça se trouve, cet été, on s'y croisera. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? En allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leur crainte. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Sandrine, je m'appelle Elisabeth Fontenot, j'ai 42 ans, je suis apicultrice professionnelle spécialisée en gelée royale. Ma famille est composée donc de mon compagnon Emmanuel, qui est lui-même apiculteur avec moi. Nous avons 5 enfants à 2, d'une famille recomposée. Donc moi j'ai 3 filles et lui il a un garçon et une fille. Lisa, où est-ce que tu vis ? Où est-ce que vous vivez ? Et depuis combien de temps ? Et ça ressemble à quoi là où tu vis ? Alors, nous vivons à Jumillac-le-Grand, à 6 km du bourg, dans un petit lieu-dit, la Trade. Nous sommes arrivés en 2020, mais nous avions acheté fin 2019. Le Covid a été pour nous une belle opportunité de venir s'installer plus rapidement. Et là où je vis, c'est une vieille ferme. Ça faisait 50 ans que ça n'avait pas été habité, donc il a fallu tout reprendre depuis zéro. Et autour, c'est quoi ? C'est des champs, c'est des forêts ? Alors, il y a des forêts, des prairies, quelques champs. Il fait bon vivre. Et avant, tu vivais sur quel territoire ? Tu étais loin d'ici ? Ça ressemblait à quoi ? Alors, je vivais dans le Marais Poitevin, dans les Deux-Sèvres. C'est complètement un tout autre paysage. Et où il y avait pas mal de champs. Et nous, on voulait vraiment faire une apiculture biologique. Donc, il nous fallait des prairies, des espaces préservés. Donc on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on parte de ce territoire-là. Donc c'était soit la Corrèze, soit la Dordogne. Et on atterrit en Dordogne. Très bien. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par ce fameux changement de territoire. Donc finalement tu viens de répondre un peu à la question que j'allais te poser. Pourquoi ce changement de région ? Si je comprends bien, c'est par rapport à l'activité que vous aviez choisie. C'est ça ? Voilà, on voulait vraiment avoir une exploitation apicole en agriculture biologique, donc on cherchait des endroits vraiment préservés. Le Périgord vert s'y prêtait bien parce que c'était quand même pas mal humide l'été et pour le miel, c'était vraiment propice. Et il y a pas mal de petites mielées, donc pour la production de gelée royale, c'était une belle opportunité de venir s'installer en Périgord vert. D'accord, c'est pas pour la visite des châteaux, non, c'était pour ton activité. Alors, c'est que moi j'adore les châteaux. Et c'est quand même le département 1000 châteaux. Et ici, c'était bien parce que c'est quand même pas mal vallonné. Il y a des rivières. Le territoire est vraiment magnifique et on s'y sent vraiment bien ici. Tu en avais visité d'autres, des territoires ? Tu as parlé de Corrèze. Donc vous avez quand même un peu... Oui, on a pas mal vadrouillé en fait. Au départ, on voulait s'installer en Corrèze. Et ça sera peut-être dans une autre question. Mais on s'est formé en Corrèze. Ou dans une autre vie ? Dans une autre vie, peut-être.
Mais voilà, par rapport à la production de gelée royale, il fallait pas un environnement où il fait très froid au printemps. Donc il fallait qu'on descende un petit peu plus sud, ouais. Et c'est vrai que ce printemps, il n'y a pas fait froid. Non, pas du tout. Ça a été catastrophique. Ok, donc le changement de territoire, c'est par rapport à l'activité, pas une opportunité ou pas de la famille présente. Pas du tout, pas de famille. Et puis aussi... d'amis. Pas d'amis. Enfin, en fait, on connaissait personne. Hein. Mais c'est aussi le prix de l'immobilier aussi qui nous a fait venir ici dans le Périgord vert parce qu'on n'avait pas des gros moyens financiers. Et ici, on a eu vraiment l'opportunité de trouver cette ferme dans nos moyens. Et puis, en fait, on l'a visité, on a eu un coup de cœur et c'était parti mon kiki, quoi. C'était parti mon kiki. Expression de 1972. Merci Lisa. Ça confirme bien ton âge. Voilà, c'est ça. Comment s'est passée votre arrivée ? Est-ce que vous avez été accompagnés ou vous êtes arrivés tous les deux et vous vous êtes débrouillés ? Quand je parle d'accompagnement, c'est, je sais pas, des solutions par rapport au territoire, la commune, je ne sais pas, je te laisse me guider là-dessus. Alors, il y a vraiment l'Office du tourisme de Jumillac et de Thiviers qui nous ont pas mal aidés. Les filles sont vraiment géniales, hein. Elles connaissent très très bien le territoire. Et tout de suite, on avait pris rendez-vous avec elles et elles nous ont vraiment orientés sur beaucoup de questions qu'on avait. Au niveau de l'installation, on s'est fait aider par la Maison des Paysans parce que vu que je faisais une demande de dotation aux jeunes agriculteurs pour mon installation, il fallait trouver un organisme. Donc c'était soit la Chambre d'agriculture ou la Maison des Paysans. Et par rapport à notre projet d'installation, la Maison des Paysans avait les valeurs avec lesquelles qu'on partageait. D'accord. Il y a le département de la Dordogne qui aide beaucoup les producteurs. Alors nous, on est en agriculture biologique, donc on a eu pas mal d'aides. Sur les investissements, on a eu jusqu'à 40% sur les investissements. Donc ça, franchement, c'est une grosse... Sur l'enveloppe globale de tes investissements ? Alors, c'est pas global, ça va être par rapport... comment dire, ils ont des barèmes de prix. D'accord. Mais c'est quand même bien. Toi, par exemple, on a acheté une remorque. Ah oui. Une remorque, des ruches. Des ruches, on a les essaims aussi. Bon, première année, on a acheté quelques essaims. Ça, on a eu 40% dessus. Ouais, c'est bien. Ah oui, oui. Franchement, le département de la Dordogne soutient beaucoup leurs producteurs. Merci la Dordogne. Ah oui, franchement, oui. Donc, ok pour ton accompagnement. Qu'est-ce qui te plaît ici, sur le territoire ? Alors, il y a plein de choses qui me plaisent. J'aime beaucoup, c'est le territoire en fait, parce que tu as des forêts, ici tu peux faire de la randonnée, tu as quand même des paysages qui sont quand même assez préservés, bon, malgré qu'ils coupent pas mal de forêts en ce moment. Et surtout aussi, j'aime les gens ici. Il y a beaucoup de néo-ruraux qui viennent s'installer et il y a de l'entraide, c'est chouette, il y a pas mal de projets qui se mettent en place, notamment à Saint-Paul, hein, sur le bar associatif. Et ça, c'est vraiment sympa. Et non, moi, je me plais vraiment bien ici. Il y a un magnifique château. D'ailleurs, on met des ruches au château. Ah, c'est cool. Ouais. Et on fait une cuvée de miel spéciale. Merci Henri. Voilà, Henri de la Tour. Voilà, du pain. Du pain, oui, pardon, j'avais oublié. Un petit bout de... Ah, il y a toujours des petits bouts. Hein. Ouais. Et non, c'était sympa. On fait le miel de la chimiste là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on presse le miel là-bas et il est vendu spécialement au château. Ok. Même gratuitement, tu peux faire plein d'activités. C'est vraiment pour les familles qui veulent venir en vacances, c'est vraiment sympa. Tu peux faire de la rando, il y a des géocaches. Ouais, et puis après, si tu fais même quelques kilomètres, toute la région, elle est belle. Hein. Ah oui, ouais, franchement, tu fais 1 heure, t'es à tête de... à 1 heure, t'es à Lascaux. Tu peux visiter plein de châteaux, il y a plein de grottes. Le département de la Dordogne, c'est énorme. Et moi, j'étais déjà tombée amoureuse de la Dordogne. Hein. Il y a juste... l'hiver. Il faut passer l'hiver, Lisa. Oui, c'est vrai, on oublie l'hiver, où on est en bottes et en doudoune tout l'hiver, l'humidité, c'est terrible. En combinaison de ski, et là, il n'y a plus de château ouvert. Là, hein, c'est combinaison de ski plus ciré. Hein. Et ta barque pour te déplacer quand même. Là, tu vends du rêve. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées sur le territoire selon toi, ou du moins à repenser ? Alors, sur le territoire, ce qui est compliqué, c'est qu'on est très loin, nous à Jumillac, on est très loin des grandes villes. Donc, on est à peu près à un petit peu moins d'1 heure de Limoges et 3/4 d'heure, 50 minutes de Périgueux. Ouais, on est vraiment au milieu. Hein. Ouais, vraiment. Et dès que tu veux du matériel d'outillage, faut que tu ailles dans les grandes villes. Bon, tu as Saint-Thierry et La Perche qui est pas très loin, qui a une demi-heure, on va dire. Ouais, grosso modo, 20 minutes, ouais. Ça dépend d'où tu es de Jumillac. Oui, c'est vrai.
Mais voilà, ça, c'est embêtant, c'est que tu dois prendre toujours ta voiture. Ça, c'est un peu les travers de la campagne, hein, Ouais. malgré tout. Quand même. Ok, donc ce serait la seule chose qui te semble Non. compliquée, c'est un peu les distances. Désert médical aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est compliqué pour trouver un dentiste, un médecin, un ophtalmo, voilà. Ça, le désert médical, c'est quand même très compliqué. S'il y a des médecins qui veulent venir s'installer, des dentistes et tout, oui, il fait bon vivre ici, à part l'hiver, mais il fait bon vivre. Donc ce changement de territoire s'est amorcé en même temps que le changement de job, de travail, on est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Quoi, tout d'un coup, tu deviens apicultrice professionnelle. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais avant ? Enfin, raconte-moi un peu l'histoire. Alors moi, j'ai un parcours multiple. Voilà, j'ai commencé dans l'animation, toute jeune. J'avais 16 ans, entre 16 ans et 18 ans. À 20 ans, je suis rentrée dans la police nationale. J'ai fait 5 ans comme adjointe de sécurité. Donc, c'était les emplois jeunes. Donc, j'étais sur le terrain. Après, donc, j'ai arrêté et je suis partie comme ambulancière parce que mon ex-mari était co-gérant d'une société d'ambulance. Donc, j'ai fait ça. J'ai passé après ma capacité pour être taxi. Et c'est là que j'ai fait un burn-out. Donc, je voulais faire un gros changement de vie parce que j'étais vraiment pas bien dans mes baskets. J'ai eu ma 3e fille, donc j'ai pris un congé parental. Et durant ce congé parental, j'ai un ami qui était apiculteur amateur. Il m'a dit, viens, on a besoin de quelqu'un pour faire une récolte au Ruche-École. Bon, j'y suis allée, parce que moi j'aime bien les nouvelles expériences. Au début, c'était un coup de main. Ah oui, complètement. Et là, c'est une belle histoire. C'est une révélation. Sortez vos mouchoirs. Ah oui, oui. Ça a été une révélation quand je me suis retrouvée au milieu des abeilles. J'avais l'impression d'être au milieu de l'univers. Ça a été une révélation. Enfin, il y a des choses comme ça qui arrivent dans notre vie et on se dit... T'avais pas peur des abeilles avant ? Non, pas du tout. C'est un monde qui m'attirait, mais j'avais jamais été en contact direct des abeilles. Et là, mais ça a été une révélation. Et quand j'en ai parlé à mon ami qui était apiculteur, il me dit, c'est ça ton métier en fait. Tu sais que on peut être pro. Ah bon ? Parce que pour moi, l'apiculture, c'était que de l'amateurisme, en fait. Ouais. Et voilà. Et moi, je pensais l'inverse, tu vois. Je pensais qu'on pouvait pas être apiculteur, apicultrice amateur, mais qu'il y avait que des pros. En fait, on est très, très peu de pros. On est sur toute la production de miel en France. Ouais. On n'est que moins de 5% de professionnels. Autrement, c'est soit des pluriactifs ou soit des amateurs qui produisent le miel. Des pluris, comment ? Pluriactifs. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont un métier et qui ont des ruches à côté. D'accord. Pour être professionnel, il faut au moins avoir un minimum 200 ruches. 200 ruches pour être considéré comme professionnel. Ouais. D'accord. Et puis il y a toute une démarche administrative au niveau de la MSA et tout ça. Parce qu'avant 200 ruches à la MSA, tu es cotisant solidaire. MSA, ça veut dire quoi ? Je crois que c'est Mutuelle Solidarité Agricole. Je te fais confiance. Je crois que c'est ça, à vérifier. Mais 200 ruches, c'est quand même déjà costaud, non ? Ouais. Sauf en gelée royale où tu peux démarrer avec moins de colonies. Parce que c'est une production qui a moins d'investissement au niveau des ruches. Enfin, des abeilles, en fait. Mais en fait, tu deviens professionnel parce que tu as tout un quota d'heures. Toi, c'est vraiment calculé en nombre d'heures, en nombre de colonies. Ils ont tout un calcul. Mais bon, toi, nous, aujourd'hui, on a 250 ruches. À vous deux. À nous deux. Et on va monter normalement à 350 ruches parce que c'est de l'élevage, on a pas mal de pertes en bio. Ah oui, ça c'est un détail important. Donc on peut être apiculteur, apicultrice bio et non bio. Et non bio conventionnel, oui. C'est quoi la petite différence, s'il te plaît ? Déjà, c'est toute ton installation, c'est ce que tu mets dans les ruches. Les colonies, voilà, c'est des êtres vivants, donc elles peuvent tomber malades. Elles ont des virus, elles ont le petit varroa, enfin c'est un acarien, donc tout ça, il faut traiter pour pas perdre tes colonies. Ouais. Après, c'est le moyen de production, donc on n'est pas sur de l'intensif. Et après, c'est l'environnement. Donc tous nos ruchers, par exemple, sont préservés. Sont certifiés par Ecocert. C'est un label ? C'est une certification. Ils se déplacent, ils regardent, ils géocalisent ton rucher. Il faut que sur 3 km autour de tes colonies, il faut que tu aies moins de 50% de culture. Ah oui, voilà. Ça rigole pas. Ah non, ça rigole pas. Et puis, tous tes entrants, parce que ton sucre, parce que tu es obligé quand même, les essaims, de les nourrir, parce qu'elles sont toutes petites, elles ne peuvent pas aller chercher du nectar comme ça, elles sont pas assez. Donc, on leur fait un sirop de sucre. Et tout ça, il faut que ça soit bio. En fait, tout ce que tu mets à l'intérieur de ta ruche, il faut que ça soit certifié bio. Bio, parce que ton compagnon et toi, vous aviez cette volonté Ah oui, complètement, parce qu'en conventionnel, en fait, tu mets des produits chimiques. Ah oui. Et ça, c'est pas très... Ça se retrouve forcément dans la cire et dans le miel. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui ? En conventionnel, oui.
Mais après, tu as beaucoup d'amateurs aussi qui sont en conventionnel. Parce que dans les 5% de professionnels, tu as une partie en bio et une partie non bio. Voilà. Tu sais combien ça représente la Eh partie ben, bio? pas du tout, j'ai pas regardé. Ben, va falloir que tu trouves. Ouais. J'ai pas regardé, mais on n'est pas, Non, pas- si nombreux que ça. Hein. Parce que c'est quand même une apiculture qui est compliquée en biologique. Hein. Tu t'es rajouté une Oui. difficulté supplémentaire. Ouais, on est à plus de 30% de pertes chaque année en bio. C'est un chiffre normal, entre guillemets? Oui, il y a des études avec, il y a des organismes, c'est la DANA, ça doit être l'association du développement de l'apiculture de Nouvelle-Aquitaine, et ils font des études. Et en apiculture, agriculture biologique, on est à plus de 30% de pertes, et nous, cette année, on était à plus de 50%. On a perdu la moitié de notre cheptel. Parce que j'ai l'impression que le printemps n'a pas été bon pour vous, c'est ça? Oui, le printemps a été très humide, il a fait très froid. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le varroa, hein. C'est un petit acarien qui détruit beaucoup les colonies, qui les affaiblit, après elles tombent malades. C'est quoi, donc c'est un petit insecte? Ouais, en fait, on va dire c'est le petit vampire de l'abeille. En fait, il va venir sucer la lymphe de la larve. Voilà, c'est ça que je cherchais. D'accord. De la larve. Et du coup, quand elles vont naître, les abeilles, elles vont naître déformées. Donc, des ailes atrophiées. Un handicap d'abeille. Ouais. Ça existe. Ouais. Et en fait, ça peut en 3 ans, tu peux ne plus avoir tes colonies, hein, si tu ne traites pas. Et tu traites comment cette petite bestiole? Eh ben nous, c'est l'acide oxalique en fait et formique. Donc ça provient des oignons et des fourmis. Voilà, c'est ce qui est autorisé en agriculture biologique. Ça tombe bien, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'avais une colonie de fourmis là dans mon jardin. Si tu veux les récupérer, ça m'intéresse. Mais en fait, elles sont souvent dans les ruches. Les fourmis, elles vont cohabiter avec les abeilles. D'accord. Ouais. C'est très une espèce de colocation. Voilà, mais bon, à chaque fois, t'en as plein les mains des fourmis. Mais c'est pas toutes, hein. Mais ouais, elles arrivent à être en coloc. D'accord, ok. Donc, si je reprends le début de ma question, tu nous as parlé de ton ancien métier, ça te plaisait plus, un copain t'emmène pour travailler avec lui dans ses ruches amateurs, révélation. Finalement, c'est toi la reine des abeilles. Ouais, en fait, avec l'ami qui était un ancien professionnel, je suis partie avec lui faire des récoltes à 2 sur ses ruches, dehors du rucher école. Et là, il m'a dit, mais t'es complètement capable physiquement de pouvoir travailler en tant qu'apicultrice. Et c'est là qu'il m'a parlé qu'il existait une formation, un BPREA spécialement spécialisé en apiculture, qui était dans le département d'à côté. Je reviens sur ce que tu as dit. Il t'a dit, tu es physiquement capable. Enfin, oui. C'est un métier physique. Oui, c'est un métier très physique. Hein. C'est comme des hausses de miel. C'est pour ça que nous, en fait, on travaille en petit format. Parce qu'une ruche, on va dire standard, c'est 10 cadres. Les hausses pleines de miel, c'est 20 kilos. Hein. C'est quoi les hausses? Alors, les hausses, on va dire, c'est le grenier des abeilles. Donc, tu as on va dire le corps, c'est la maison des abeilles. Donc c'est ce qu'on appellerait la ruche. Voilà. Mais au-dessus du corps, tu as la hausse. C'est là où on va récolter le miel. D'accord. Voilà. On prend jamais le miel dans leur maison. Ça, c'est leur réserve. Oh. Mais on prend que le surplus. D'accord. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Ok. Voilà. Et ça, c'est très très lourd. Ça peut faire 20-25 kilos. Ah ouais. Ouais. Et nous, on travaille en petit format. Déjà, ça fait 10-15 kilos. Hein, d'accord. Une petite haussette. Ok. Donc physiquement, il faut être costaud. Ouais. Il faut avoir des bras. Il faut avoir quand même un sacré mental. Parce que c'est pas que récolter du miel. Hein. Nous, on est producteurs de gelée royale. Donc, c'est quand même une activité technique qui est très chronophage sur du mois d'avril au mois d'août. Et puis, il faut compter qu'il y a tout l'élevage à côté. Donc, tu dois créer des essaims, tu dois faire greffer pour faire des nouvelles reines. Tout ça, c'est de l'élevage, quoi. Et c'est des journées à rallonge. En fait, il y a plusieurs métiers dans ton métier. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui me plaisait. Est-ce que tu peux, en quelques mots, me donner la différence un petit peu ou l'utilité entre le miel et la gelée royale? Le miel, en fait, ça provient des fleurs. Donc, c'est du pollen et du nectar. Et la gelée royale, c'est l'hormone des jeunes abeilles. En fait, c'est le lait. D'accord. On pourrait dire le lait d'abeille. Okay. C'est la nourriture de la reine et des très, très jeunes larves.
Et ça a que des vertus, ça, non? Ah oui, en plus il y a encore des études, hein, c'est un antifatigue, un régénérant cellulaire. Non, c'est vraiment une production qui est très peu connue et qui a énormément de vertus. Et c'est pour ça que c'est très cher aussi par rapport aux consommateurs, parce que ça se récolte en grammes. Oui, voilà. C'est rare. Et Très c'est rare. Ouais. Et par contre, on est embêté avec la gelée royale d'importation des chinoises, qui est très peu chère. J'imagine. Ouais. C'est pour ça qu'on discute, faut toujours en parler. Beaucoup de pédagogie. Ouais, c'est notre métier aussi, ça. En fait, dans ce métier de l'apiculteur, comme tu disais, il y a plein de métiers, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hiver, on fait de la commercialisation, on communique, hein, il faut quand même, c'est pour ça, d'où les réseaux sociaux, c'est très important pour nous. On a une boutique en ligne, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, on se dit pas, on a récolté, ça y est, on a fini la saison, quoi. Non, pas du tout. En fait, les mois les plus tranquilles, ça va être janvier. Mois les plus tranquilles. Janvier, voilà, décembre. Allez, décembre. Mais bon, il y a quand même les marchés de Noël. On est sur les marchés de producteurs. Nous, c'est quand même beaucoup de ventes directes. Hein. Donc, dans ta vie, tu ne t'ennuies pas? Pas du tout. Comment a réagi ton entourage, ta famille, tes amis, avec cette décision de changement de territoire, mais surtout de job? Au départ, ils étaient très étonnés que je parte d'un seul coup comme ça. Ils sont pas dans nos baskets, hein, donc ils peuvent pas comprendre, et ils ont pas mal de peur aussi. On s'est dit, on va le faire. Mais on a eu pas mal de soutien au niveau de la famille. Après, les métiers de l'agriculture est méconnu, donc ils comprennent pas que tu peux travailler jusqu'à 14 heures par jour, les jours fériés, les week-ends. Ça peut être compliqué pour les personnes qui sont pas du tout issues de l'agriculture. Au départ, oui, ça peut faire peur, mais on a quand même été bien soutenus côté famille. Lorsque tu expliques bien le projet avec les tenants et les aboutissants et avec certainement beaucoup de passion, ça passe mieux peut-être. Puis après, de toute façon, la famille, je pense qu'elle a plus trop le choix que de te laisser partir. Ouais, c'est ça, je pense. Et puis je pense je faisais peut-être partie. Toi, moi, on est 5 dans la famille, hein, frères et sœurs. Je suis l'aînée. Ouais. Et ce que j'ai découvert après, par la suite, c'est que mon petit frère, quand il a vu que j'étais partie, j'ai monté mon exploitation et tout ça, lui, il a ouvert son entreprise par la suite. Parce que j'avais réussi à le faire. D'accord. Et il s'est dit, c'est possible. Ah ouais. T'as été un petit peu un déclencheur? Ouais, complètement, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil, par contre, à donner sur ce point du fait que des fois, l'entourage, la famille, elle n'est pas hyper raccord au départ et qu'elle te projette ses propres peurs? T'as un conseil là-dessus? Ouais, moi complètement. Je dis, il faut pas les écouter. En fait, Carrément, tu les écoutes pas. Moi, j'avais cette image, parce que je savais très bien que le jugement, il serait facile. Hein. Donc, j'avais cette image on donne un grand coup de pied dans la fourmilière, donc tout s'éparpille. Et après, ça revient en fait. La colonie revient à son point central. Et c'est ce que je me disais. Et pendant 1 an, j'avais ça dans la tête et je me dis, t'inquiète pas, ça va le faire. Et puis quand on sent vraiment dans ses tripes que c'est ce qu'on veut, tout se met en place pour qu'on y arrive. Après, ça s'aligne. Mais complètement, ça s'aligne. Et puis même parfois tu dis, oh mais non, c'est super facile en fait. Il y a plein de choses des opportunités, des gens que tu vas rencontrer qui vont t'amener sur ton projet. Mais il faut vraiment y croire du fond du cœur. Et puis on n'a qu'une vie. Hein. Par contre, est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap? Parce qu'il y a peut-être plein d'hommes et de femmes qui ont envie de faire des changements de territoire comme on l'a fait toutes les deux et de changements de job comme tu l'as fait. Mais il y a peut-être un moment, à ton avis? Quand on le sent vraiment, il faut le faire. Et c'est le premier pas en fait qui est le plus dur. Vraiment, c'est vraiment le premier pas. Hein. Et puis après, les autres y suivent. Toujours pareil. Après, ça s'aligne comme tu dis. Il faut le faire. C'est-à-dire, si on le sent vraiment plus profond, et que c'est quelque chose qui nous motive et il faut mettre son focus là-dessus et puis faire abstraction de l'entourage et y aller quoi. Et même s'il y a les enfants, les choses comme ça, toi ça t'a pas trop perturbé? C'est une bonne question parce que moi j'étais en plein divorce et j'ai fait en fait le plus grand sacrifice de ma vie. C'est mon ex je lui ai laissé la garde. Alors on a une garde, voilà, ça se passe très bien. Le juge, il a très bien compris. Hein. Je peux voir mes enfants quand je veux, mais je pouvais pas moi dire du jour au lendemain, je vais changer mes enfants d'environnement.
Ouais. Et sachant que c'était une vieille ferme, qu'on vit que dans une seule pièce. Donc, je pouvais pas leur imposer ce choix-là. Voilà. Tes enfants ont quel âge? Eh ben, aujourd'hui, Oui. ça va de ses 7 ans, 12 ans et 18 ans. D'accord. Donc, il y avait quand même encore petit. Ouais. Rose, la dernière, elle avait 3 ans. Si j'avais pas un regret, mais quelque chose qui a été le plus difficile pour moi, c'est mes enfants. C'était vraiment ce sacrifice. Et je me dis, tout grand projet a un sacrifice. Et ça a été celui de mes enfants, donc je devais... Enfin, vraiment, ça a été un devoir pour moi de réussir. Oui, j'allais dire, il y a comme un... Moteur. Oui, tu vois. un moteur supplémentaire, parce que là, c'est gros ce que tu mets en jeu. Hein. Ouais. Et après, leur montrer que tout est possible et que quand tu les as, même si on travaille beaucoup, il faut essayer de passer du bon moment avec eux. Et je pense qu'après, par la suite, moi, je vois ma fille qui a 18 ans, hein, maintenant, avec le recul, elle me dit « Je suis fière de toi, maman ». C'est clair, j'imagine. Ouais, mais j'ai envie de pleurer, là. Pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Si je reviens sur ce métier, donc toi, la reine des abeilles, pour devenir apicultrice professionnelle, il y a une formation. Alors, t'es pas obligé en fait de faire la formation. Tu peux très bien monter ton cheptel et, je dis avec la MSA, faire toutes les démarches d'installation, numéro de SIRET, nanana. Mais le BPREA en fait t'ouvre des subventions. BPREA. Alors, c'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ouais, spécialisé en apiculture. Voilà, moi, je l'ai fait dans la Vienne, à Venours. Donc, on faisait quand même de la compta spéciale apiculture jusqu'à la génétique. Donc c'est très, très complet. Oui, c'est 10 mois de formation. Ah, parfait. J'allais te demander justement. C'est 10 mois de formation et des stages, plusieurs semaines de stages. Une espèce d'alternance aussi ou non? Alors, ta formation, tu peux la faire soit en présentiel, comme moi j'ai fait, ou alors en ce qu'ils appellent en FOAD, en fait, c'est... En FOAD. Ouais, alors je peux pas te dire comment ça se... c'est quelle langue, ça, FOAD? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est... comment dire? À distance. Ouais. Voilà, donc tu es en stage, ou tu es chez toi aussi à monter ton exploitation, et tu as quand même des semaines de présence obligatoire au centre de formation. Donc ça, c'est ce que tu as fait, toi? Ouais, avec un diplôme professionnel où on monte un projet sur 5 ans. Et ça, quand tu vas après demander des subventions, où tu vas demander la dotation de jeunes agriculteurs, tu as besoin... Ça crédibilise aussi peut-être un peu plus ton projet, oui, non? complètement. Et surtout le banquier. Ouais. Lui, il est content. Voilà, parce que quand il voit que tu as un projet sur 5 ans, avec des chiffres, il voit que tu as réfléchi, qu'il y a une visibilité qui se fait. Si on rentre dans le concret de ton métier, comment elle s'articule ta journée, ta nouvelle vie? En fait, j'ai réfléchi à cette question et il n'y a pas de journée type parce qu'on vit avec la météo. Dès le printemps, en fait, on surveille la floraison du noisetier pour voir si ça commence l'élevage. Hein, parce qu'elles ont besoin de pollen donc c'est les protéines pour pouvoir commencer à élever leurs petits. L'année d'avant, on anticipe l'année d'après. Tu vois, sur le nombre de ruches, le nombre de colonies, et on va faire nos visites de printemps, voir combien ont survécu. Et après, on a un calendrier d'élevage, il nous faut autant de colonies, nanana. Mais si tu veux, une journée type, c'est le matin, tu regardes la météo, tu regardes ce qu'on a à faire dans les ruches. Après, si t'es en production de gelée royale, on a des jours vraiment dédiés à la gelée royale. En fait, c'est... Il y a quand même des incontournables à faire dans ta journée. Oui, ouais. Mais tout dépend de l'élevage, la période aussi. De la période, ouais. Le printemps, c'est quand même une saison qui est très, très intense. Hein. D'accord. On passe de 10 à 14 heures par jour, du lundi au dimanche. Même les jours fériés. Voilà, il n'y a pas de vacances. Hein. C'est vraiment... Les abeilles, elles ne posent pas des RTT? Non. Parce qu'en plus, elles hibernent pas l'hiver. Elles hivernent. Donc, elles sont toujours en activité. Elles sont pénibles aussi. Ouais. Mais bon, on aurait peut-être dû élever des marmottes. C'est sûr. Ça doit être plus facile. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec les marmottes? Un spectacle. Parfait. Je comprends que tes journées ne se ressemblent pas. Il y a effectivement des périodes, la saisonnalité qui joue beaucoup. Oui, et la météo. Et la météo. Par contre, la météo, ça, c'est l'incontournable. Ah oui. Est-ce qu'elles te rendent heureuse, ces journées? Je suis épanouie dans mon métier quand même. Hein. Parfois, j'ai l'impression que je vais mourir de fatigue. Parce que c'est quand même des journées qui sont très épuisantes. Nous, quand on bouge les ruches, c'est soit le matin de bonne heure, ou le soir tard. Ouais. Puis la chaleur, quand il fait trop chaud, on ne peut pas travailler. Dans les combinaisons, c'est
C'est vraiment pénible. Hein, Il n'y a pas la clim dans tes combinaisons? Non, mais il va peut-être falloir inventer une combinaison avec la clim. Ça pourrait être très, très sympa. Non, mais c'est vraiment un métier professionnel. C'est vraiment peu connu. Hein. C'est dur quand même. C'est vraiment un métier. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Il y a peu de monde qui s'imagine à quel point, déjà toutes les tâches différentes, cette saisonnalité, la météo qui est vraiment compliquée. Et j'imagine. Enfin, je pense essayer d'imaginer. Mais j'ai une amie que j'avais emmenée avec moi sur une visite de printemps comme ça. Je dis viens, on va faire 2 ruchers. Donc je l'ai emmenée. On est passé quand même une bonne heure sur le rucher et je lui avais fait porter une ruchette vide. Elle n'a pas été capable de la porter. Pourtant, il n'y avait pas d'abeilles. Et quand elle s'est assise dans la voiture, elle m'a dit mais j'étais loin d'imaginer le travail que c'était. Elle me dit mais je peux même pas faire le 2e rucher tellement que je suis fatiguée. Et en fait, c'est ça, c'est un marathon en fait. La saison, c'est un marathon. Si tu loupes un truc, t'as foiré ta saison. Tu t'attendais à ça? Aussi dur, non. D'accord. Aussi dur, non. Et en fait, vu que c'est ton métier, faut vraiment être passionné en fait. C'est une autre façon de vivre. Tu vis avec tes abeilles, tu vis avec la nature, enfin voilà, on peut dire souvent qu'on est dans notre tanière parce que on peut pas, on a très peu de vie sociale en fait en saison, hein. Très très peu. Il y a que l'hiver qu'on peut sortir un peu, voilà. Mais c'est un marathon, on peut pas se permettre de foirer un truc. Ça te rend quand même heureuse? Oui, parce que c'est un challenge. C'est un challenge et je me suis, enfin c'est vraiment un métier où je me suis épanouie, vraiment. D'accord. Et puis, c'est ce que tu voulais. C'est ce que je voulais. Et puis surtout, la production de Gelée Royale, qui est vraiment très technique. Et moi, je voulais être une technicienne, en fait. Je voulais faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Et voilà. Et là, je suis très contente parce que maintenant, je suis même vice-présidente de la coopérative de Gelée Royale. Parfait, parce que j'allais te demander s'il y avait des opportunités professionnelles qui s'étaient ouvertes à toi avec ce changement de métier. Donc celle-là? Mais c'est là parce que vu qu'il y a une partie de la Gelée Royale qu'on vend en gros, parce qu'on peut, nous, on produit, là, cette année, on fait un x2, on va peut-être produire un peu plus de 20 kilos de gelée royale. C'est beaucoup, je ne m'en rends pas compte. Par rapport, il y a d'autres producteurs qui sont spécialisés en gelée royale, ça peut aller jusqu'à 100 kilos. D'accord. Voilà. Ça veut dire peut-être que chaque année, tu vas augmenter? Non, nous, je pense que... Non, parce qu'après, il faut embaucher. Nous, on veut vraiment rester à taille humaine. D'accord. Mais on peut monter à 25 kilos de gelée royale, voire 30 en sélectionnant nos abeilles. Enfin voilà, il y a un gros travail de sélection sur nos abeilles. Et alors, c'est quoi cette mission que tu as? Ah oui, je suis donc voilà, on vend en gros, on est rentré à la coopérative de gelée royale française. Il y en a qu'une, elle est nationale. On est rentré comme producteur, donc c'est sélectionné. Hein. Il y a 2 ans, on m'a proposé de rentrer au CA, donc au conseil d'administration. Et depuis l'année dernière, je suis vice-présidente de la coopérative. Donc j'aime beaucoup parce que là, je connais le marché de la gelée royale. Parce qu'en fait, c'est un outil commercial, la coopérative. Ça nous permet de nous mutualiser pour pouvoir vendre à des... Donc un regroupement? Un regroupement on doit être 41 producteurs de gelée royale. D'accord. Au niveau du territoire national. National, hein? Oui. D'accord. Et maintenant, il y a de plus en plus de demandes, mais on ne peut pas faire rentrer tout le monde, en fait. Il y a une sélection? Oui, il y a une sélection sur dossier, sur la capacité de production en agriculture biologique, en conventionnel. Voilà. C'est une coopérative qui fait quand même rentrer beaucoup d'argent. Donc tout ça, et on fait tout ça bénévolement, nous, les producteurs. Donc ça demande beaucoup de temps. Mais c'est épanouissant parce que tu connais vraiment la gelée, enfin la capacité commerciale de la gelée royale. Ouais, j'allais dire, en plus tu as une vue globale quand même de ça. Ce qui se passe sur le territoire, sur le marché, sur ce produit. Ouais, et puis aussi au niveau international, parce qu'on est quand même pas mal concurrencé par la gelée chinoise. D'accord, de la gelée chinoise. Ouais, eux qui produisent... la consommation de gelée royale en France, donc elle est de 170 tonnes. Ouais. Voilà. Alors, on retrouve de la gelée royale aussi dans les produits pharmaceutiques. Hein, oui. Cosmétiques. Cosmétiques, parce que nous, on a un gros client aussi dans les cosmétiques. Et puis, après, en cure. Donc, tu peux trouver dans les pharmacies. Ah oui, les petites gélules. Ouais, t'as les gélules, mais t'as nous, en fait, en fraîche.
en fraîche. Ouais, en fait, c'est des piluliers de 10 grammes en fraîche. Tu fais des cures comme ça de 3 semaines. Tu prends une petite cuillère par jour. C'est moins d'1 gramme par jour qui te suffit. Et tu fais des cures d'entre 10 jours et des 3 semaines. Je vais rajeunir avec ça, tu crois? Ouais, je pense. Non, mais c'est des cures à prendre au printemps et à l'automne. Ok. Voilà, c'est un reboostant. Hein. C'est vraiment, ça a vraiment des vertus. Hein. Moi, j'y crois énormément parce qu'il y a des effets. Et chez les Chinois? Les Chinois, ils nous embêtent, les Chinois. Parce que eux, ils produisent énormément et pas cher. Et elle n'est pas de bonne qualité. De bonne qualité. En fait, la meilleure gelée royale, c'est la française. Dit comme ça, c'est la française. Mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est vraiment prouvé. Et voilà. Et il faut consommer la gelée royale française. Vous faites vivre des familles. Donc là, on vient de parler des opportunités professionnelles que tu as pu rencontrer, enfin en tout cas qui se sont ouvertes à toi. Je voudrais savoir si tu as rencontré des obstacles ou des préjugés auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau domaine d'activité. Alors je ne sais pas finalement s'il y a plus d'hommes ou de femmes en tant qu'apiculteur, apicultrice professionnelle, donc ça tu vas me le dire, ou peut-être que tu sais pas, tu connais peut-être pas la répartition, mais en tout cas, est-ce que toi tu as dû faire face à des espèces de préjugés? Alors en tant que producteur de miel, les apiculteurs, oui, il y a beaucoup d'hommes, Ouais. mais dans la gelée royale, il y a beaucoup de femmes. Ah. Donc, toi, au sein de la COP, il y a vraiment la parité, par exemple, dans le conseil d'administration. Donc, par exemple, toi, je te disais, j'étais vice-présidente, mais on est 2 vice-présidents. Il y a un homme et une femme. Parfait. C'est ça qui me plaît. C'est que c'est quand même un univers où les hommes prennent les femmes à égalité, même si les exploitations, c'est souvent des couples. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment... moi, je me sens bien au sein de la coopérative, de la production de gelée royale. Il n'y a pas ces préjugés qu'on dit toi, t'es apicultrice, t'es pas capable de porter une hausse de miel, machin. D'accord, voilà. C'est assez bienveillant. Ouais, c'est bienveillant. Par contre, au niveau des producteurs de miel, là, on peut rencontrer des personnes, surtout dans l'élevage. Je vois mon amie qui s'installe en élevage. Ton amie IE? IE, ouais. Elle a eu pas mal de préjugés, même au niveau de la chambre d'agriculture. D'accord. Pendant son installation. C'est quoi? C'est une femme, c'est pas possible? Ouais, c'est pas possible, mais il faut que vous trouviez un mec. Enfin, faut faire ça en couple. Voilà, comme si elle avait pas le droit de s'installer toute seule et de réussir. Et puis entre éleveurs, c'est un peu, il y a un petit peu d'ego qui, toi, les mecs, une femme. Qui a la plus grosse abeille? Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai une plus grosse que toi. Donc, la mienne, elle pique. Voilà, elle pique fort. Mais je pense aussi, c'est le caractère aussi. J'ai quand même pas mal de caractère. Je prends les choses aussi avec humour. Ouais. Et ça déstabilise aussi. Ouais. Et puis j'ai un compagnon qui est bienveillant et qui sait remettre les choses à leur place en douceur, en disant... D'ailleurs, c'est toi la boss, non? Ouais, c'est moi la boss. Je peux le dire, hein, c'est elle la boss. Alors, c'est un projet à 2, hein, mais c'est que vu que j'avais moins de 40 ans quand je me suis installée vraiment l'année de mes 40 ans et je pouvais être éligible à la dotation de jeune agriculteur. Et donc lui qui était plus âgé que moi, donc c'est moi. Avec 41 ans. Donc ça veut dire que dans l'agriculture, après 40 ans, t'es vieux. T'es vieux. C'est ça. Tu fais partie des vieux installés. C'est ouf. Comment t'as réussi à établir ta crédibilité dans ce nouveau métier? Bon, t'as parlé de ton caractère, hein, Oui. ta personnalité, ton humour. Oui. Il y a autre chose? Ouais, la coopérative, en fait. Ouais, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai pu vraiment m'épanouir et à pouvoir avoir confiance en moi, que j'étais vraiment apicultrice, productrice. En fait, j'étais productrice de gelée royale. Voilà, ça nous a fait quand même pas mal de bien. Et vu que je m'en fous de ce que pensent les autres, parce qu'avant, j'avais toujours peur, j'avais du jugement, qu'est-ce qu'on va dire de moi, machin, tout bidule. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, que de vivre cette belle expérience, parce que j'ai vraiment grandi. C'est vraiment un métier qui m'a fait grandir. Ah, je voulais savoir si effectivement, dans les bénéfices, ou les changements de ce métier, ça t'a fait grandir vraiment? Ça m'a fait grandir et j'ai vu plein de gens, j'ai pu communiquer sur notre vie, et quand j'ai vu dans les yeux des gens que toi t'as les yeux qui brillent et ils disent mais bravo, t'en parles avec passion, tu peux nous emmener dans ton projet, il y a beaucoup de gens autour de nous qui croient en nous en fait, et ça c'est chouette. J'ai une question de merde. Vas-y. Tu regardais le miel et les abeilles quand t'étais jeune? Ouais.
Ouais, j'ai eu des petits passages comme ça d'ado. Je ne peux que penser à ça, je suis désolée. Depuis que je prépare cette conversation, j'aime bien parler de conversation, pas forcément d'interview, mais cette conversation, je pense toujours à comment on appelait ça d'ailleurs le miel et les abeilles, mais ça avait AB Production, là, je sais plus, mais... C'était nul en plus. Ah, faut pas le dire, c'était superbe. C'était du grand acting. La grande série. Ouais, c'était la grande série. Pour ados. Boutonneux. Ouais. Ok, on a parlé de crédibilité. Justement, ce que ça a changé en toi, bah, tu viens de me le dire, hein, t'as grandi. Ouais, puis c'est une révélation de l'être. Hein. C'est vraiment être ce que je suis au plus profond de moi. Je suis épanouie, j'ai envie de transmettre. Voilà, quand je suis sur une animation avec les enfants, c'est chouette de pouvoir transmettre ton métier, la vie des abeilles. C'est quelque chose qui est hyper passionnant, les abeilles. Donc tu peux emmener plein de gens avec toi. C'est un univers qui est chouette. Et puis les enfants, ils aiment bien les abeilles. Puis t'as toujours, moi, je me suis fait piquer, y a mon papy qui s'est fait piquer par les abeilles. C'est rigolo. Il y a toujours une histoire. Ouais, c'est marrant. Est-il possible de vivre dans une région à dominante rurale et continuer à avoir un job dit urbain grâce au télétravail, par exemple ? Donc, continuer à être connecté. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi, j'en suis complètement convaincue, hein, parce que tu peux avoir un job en télétravail et adorer vivre à la campagne parce que la ville, ça te plaît pas. Et je trouve que ces moyens-là, maintenant, aujourd'hui, c'est quand même une certaine liberté de pouvoir avoir un bon revenu et de vivre à la campagne. Et est-ce que tu penses que les deux pourraient se rejoindre ? Est-ce que justement cette digitalisation, nos métiers, d'être connectés, ne pourrait pas faire le lien entre ce milieu, cet univers urbain et la ruralité ? Est-ce qu'il n'y a pas un pont à un moment donné ? Est-ce que ça te semble cohérent ? Si, il y a un pont. Si, moi, j'en suis convaincue, hein, parce que c'est les préjugés, c'est l'ignorance en fait. Et plus on parlera du travail des producteurs, des personnes qui vivent à la campagne, qui ont des super projets, et mieux on sera reconnu. Parce que moi, je trouve que dans l'agriculture, il y a beaucoup de préjugés, et l'État ne nous met pas en valeur. Les oubliés. On est les oubliés, ouais. Et pourtant, on nourrit la France. Puis on a cette image un peu vraiment... moche l'agriculteur, c'est un paysan. Moi, je suis fière aujourd'hui de dire que moi, je suis une paysanne, que j'aime vivre avec la nature, je vis avec mes abeilles, j'ai une communication avec les éléments qui est vraiment propre à moi et qui est hyper enrichissante. Moi, je me sens riche ici. Et tout ça ne t'empêche pas de continuer à être quand même connecté. Par exemple, dans ton travail, tu utilises, il me semble que tu as un site web, on peut acheter. J'ai une boutique en ligne. Tu as une boutique en ligne, c'est ça le bon terme ? Je suis sur TikTok, Facebook. Nous, vu qu'on produit, en fait, on récolte par rucher. Donc, on fait des miels de cru. Chaque rucher sur les pots de miel, on a des QR codes. Ah, c'est cool. Donc, tu flashes et tu vas sur le blog du rucher. Donc, tu vois l'environnement, tu vois les abeilles. Comme ça, le consommateur, quand il me prend une cuillère de miel, il voit l'environnement des abeilles. Et on ne va pas géocaliser nos ruchers pour ne pas se faire voler nos ruches. Et tu m'avais dit aussi vivre avec son temps ? Oui, c'est hyper important. Il faut vivre avec son temps. Il faut pas tu peux dire, voilà, je vais tout quitter, vivre à la campagne, mais il faut vivre avec son temps. Tu as besoin quand même de communication. Donc, tu as ton téléphone. Nous, on a des smartphones, on a des ordinateurs. Bon, on n'a pas de télé. D'ailleurs, ce matin, je vous rassure, elle n'est pas venue en calèche. Non. Elle est venue en voiture. Peut-être qu'à force, on viendra peut-être en poney si on n'a plus d'essence. Mais voilà, on peut vivre simplement et être connecté. Ouais, ce qui est important de dire, je pense, c'est qu'effectivement, tu peux opérer des changements de territoire et des changements de vie, des changements, de métier, tout en continuant quand même, en restant connecté, et puis en tout cas, vivre avec son temps. C'est important. C'est important de vivre avec son temps. Et puis, c'est tes outils de connexion, c'est comment toi tu les utilises. Oui, à bon escient. Voilà, il faut rester dans la bienveillance et pas être pessimiste. Vraiment, si tu communiques, il faut communiquer avec son cœur. Ouais. Ok, il y a des coups durs, tu expliques qu'il y a des coups durs. Mais il y a des belles choses qui arrivent aussi. Ouais. Et à plus grande ouverture. Et ça, c'est important. Ok. On arrive à la fin de notre conversation, ou presque. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que tu voudrais partager aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui auront envie de sauter le pas ? Je crois qu'il faut croire en soi, en son projet, vraiment avec cœur, et dire que tout est possible.
Mais vraiment, tout est possible. Alors peut-être, voilà, ça fait un peu enjoliver les choses. On n'est pas dans un pays de bisounours, mais moi, pour l'avoir vécu, je sais que tout est possible. Si tu y crois fort, comme tu disais, l'alignement, tout se met en place. Mais il faut vraiment y croire de tout son cœur. Ok, très bien. Avec ses tripes et avec son cœur. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre femme qui pourrait prendre la parole sur ce podcast, à qui tu penses que tu voudrais qu'on mette à l'honneur ou entendre son histoire? Alors en fait, il y a plein de femmes. Ah, il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup. Ici, c'est vraiment un vivier de femmes extraordinaires. Et en fait, il y a plein de femmes. Hein, Bertie avec son pain. Il y a Lulu et ses fromages de chèvre. Ouais. Il y a Bélène et ses savons. Il y a Catherine et les bêtes goji. Et tout ça, c'est sur la commune. Ah ouais. Là, je pense que tu peux faire une longue série. Parce qu'il y a des femmes super ici. Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de job et de territoire? Tu m'as dit grandir tout à l'heure. La confiance en moi. Ah oui. La confiance en moi. Et ça c'est énorme. D'avoir confiance en soi et de révéler vraiment l'être que tu es. Et d'être bien dans tes baskets. Oui, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir réussi à monter ce projet. Et grâce à Emmanuel, on était 2. Et sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Parce que mine de rien, l'amour, ça te fait... Ça donne des ailes. Complètement. Ouais, c'est l'amour sincère. Enfin, vraiment, c'est... Et puis, on est tous les 2 sur ce projet. Et c'est quelque chose qui demande énormément d'investissement. Et s'il y en a un qui n'est pas dans... Toi, qui n'est pas de la partie, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué. Pour comprendre aussi ce que tu vis, ce que tu fais au quotidien. Mais moi, je dis merci à la vie et je suis fière. Et si le jour, si demain, je devais... partir, passer le pont et aller de l'autre côté de la vie, dans l'au-delà, je pourrais dire, je l'ai fait, quoi, je suis fière de moi. Et surtout, que ma fille Yenny m'a dit, maman, je suis fière de toi, et ça, c'est quand même une sacrée victoire. Ouais, carrément. De pouvoir transmettre ça à ses enfants, à sa famille, à ses amis. En fait, je suis contente aujourd'hui d'être en face de toi parce que c'est une contribution à la vie. Okay. Il est dans l'ombre, Emmanuel, mais il est vraiment présent et c'est pour ça que j'essaye de le mettre aussi dans qu'on le voit parce que et j'en parle parce que je serais pas là sans lui. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des miels de Lisa, mais effectivement il y a Lisa c'est nous 2. Et Emmanuel, ouais. Voilà, c'est nous 2. Puis ce matin je l'ai vu, il était dans la voiture, il t'a conduit donc je l'ai vu. Merci Emmanuel. En plus il est grand. Là il était assis donc j'ai pas trop vu mais dans sa calèche. Oui, dans sa calèche. De Charlie il allait au lavoir et faire du fromage de chèvre. Oui, c'est sûr. Il allait laver ton linge. Parce qu'en fait, tout s'est inversé maintenant. Oui. Les femmes au boulot et les hommes aux tâches ménagères. C'est ça. Ça, c'est vraiment le changement de territoire. C'est formidable. Si tu devais te féliciter, si je reviens quelques années en arrière, tu dois te féliciter. Tu te félicites de quoi? D'avoir osé. Ok. La dernière. Si ta famille était autour de la table aujourd'hui avec nous, qu'est-ce qu'elle dirait, tu penses? On est fiers de toi. On est vraiment fiers de toi et je pense à mes grands-parents qui sont plus là aujourd'hui, qui m'ont vraiment soutenue tout au long de ma vie. J'y pense souvent et je sais qu'ils seront vraiment très très fiers, dire t'as osé tout quitter. T'as osé faire le sacrifice de tes enfants, mais aujourd'hui, tu es la plus belle version de toi-même. Je suis très émue là. Puis j'ai vraiment besoin de dire à tout le monde, c'est osez faire ce que vous avez envie. Osez, même si ça fait peur. En fait, c'est nos peurs qui nous mettent des blocages. Mais dès qu'on a passé, faites le premier pas et allez-y. Écoute, merci Lisa, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci Sandrine. Merci Lisa. Bon retour en calèche. Merci et longue vie aux nouvelles filles de la campagne. Merci. Boum. Lisa, si t'avais envie de vomir, t'aurais un conseil? Je vais faire un best-of. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify.
Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien, abonnez-vous à la newsletter. Alors, soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!